Alexandra, salut. Salut. Bienvenue à tous sur ce podcast. Dans ce podcast, on va être avec Alexandra Tekna avec laquelle on va reparler un petit peu de son parcours, de ses expériences dans le sport, dans la pratique des sports de combat et puis bientôt un combat au Ares pour la ceinture. Donc ça aussi, on va en parler. Avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, comme d'habitude. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre encore une fois dans les commentaires, que ce soit pour moi ou pour Alexandra. Et puis on essaiera d'y répondre. Et si jamais Alexandra les a pas vus, je lui enverrai et puis je répondrai à sa place si besoin. Mais voilà, n'hésitez pas. Et puis peut-être qu'on fera aussi une interview après combat. Donc pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. C'est Alexandra Tekena ou Tekena ou comment c'est quoi? Tekena. Tekena, c'est Alexandra bon, je l'ai bien Tekena, dit. exact. Tout Ok, bon. super. Super. Du coup, pour ceux qui te connaissent pas, bon, aujourd'hui, t'es dans les affiches, j'ai vu dans le métro. Donc Ouais, ça va être, ça fait c'est un peu bizarre. difficile de pas te voir quand on est parisien, je crois. J'aimerais bien revenir un petit peu sur ton parcours parce que c'est quelque chose que je pense que tu n'auras peut-être pas l'occasion d'en parler sur d'autres formats. Et un petit peu par quoi. Déjà, à quel âge t'as commencé? Quel sport t'as pratiqué? Tu vois, on va s'arrêter quasiment au moment où on s'est un peu fréquenté chez Rémi. On s'arrêtera Ouais. sûrement là. Donc, je veux bien que tu nous en parles un petit peu. Donc, quel âge t'as commencé? Par quoi? Peut-être aussi pourquoi? Et puis on est parti. Je t'écoute. Du coup, moi, j'ai commencé par le wushu. Enfin, on le connaît un peu plus sous le nom de kung fu en termes de sport de combat parce que j'avais fait pas mal de sport avant. Donc, j'avais commencé par le wushu. J'avais 12-13 ans D'accord. dans la ville d'Issy-les-Moulineaux, donc au Forum des sports. Je passe par hasard et là, je vois kung fu wushu. Et vu que bon, j'avais regardé les films de Bruce Lee, Flics du Shanghai, tout ça, je me suis dit même avec les jeux vidéo, je me suis dit Kung Fu, trop stylé, je vais essayer. T'avais quel Donc âge à ce moment-là? Tu m'as j'avais dit. 12 entre 12 et 13 ans. Ah ouais, À c'est cet pareil. Et âge-là. moi, j'avais essayé aussi j'avais 12 ans et c'est la première fois que je suis rentré dans une salle c'était au Certis à Vincennes. Et Ouais, c'est pareil, en fait, quand j'ai vu tous les noms et que j'ai vu Kung Fu, ça c'est m'a fait ça. pareil. Et moi, je regardais, c'est pareil, je regardais pas trop Jean-Claude Van Damme et tout, comme la plupart des autres personnes. Mais je regardais Jackie Chan et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et bon, je suis pas resté dedans, mais j'ai essayé aussi. Et voilà, ça me rappelle un peu ça. Et du coup, après, t'as commencé donc le Wushu, c'est ça? C'est ça, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'avais commencé, j'aimais pas du tout la partie combat. Parce que, en fait, vu que moi j'allais aux cours adultes parce que j'aimais pas les cours enfants, c'était trop jeu. C'était trop typé jeu. Donc, du coup, j'étais allée aux cours adultes et en fait, forcément, j'étais une crevette. Du coup, je faisais pas le même gabarit qu'aujourd'hui, donc c'était un peu dur pour commencer. Et je préférais la technique, donc comme les katas en wushu, donc ça s'appelle les taolu, et moi je voulais faire de la compétition en taolu. D'accord. Je n'aimais pas du tout le combat, et puis petit à petit, je me suis intéressée au combat. Donc en fait, la compétition, moi, c'est pas venu tout de suite, c'est venu vraiment D'accord. des années et des années plus tard. Juste, Euh, tu peux nous rappeler un petit peu, parce que même moi, je crois que je sais pas trop, qu'est-ce que c'est le wushu? Enfin, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire? Enfin, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? alors le wushu, ça englobe l'ensemble des arts martiaux chinois. Associé au sport de combat, tu as le sanda dans la forme moderne ou le sanchu, la forme traditionnelle en termes de combat. Et donc ça fait coup de poing, coup de pied et projection, donc c'est-à-dire amener au sol. Mais on n'a pas le droit Hmm. de poser le genou au sol en fait. Ah, voilà, c'est ça, ok. Donc D'accord. Ah, en ouais, ok. sanda, voilà, on combat C'est sur quoi une plateforme. c'est quoi la différence avec le sanda alors? Le sanchu, il me Non, semble que c'est des... toi, tu faisais du wushu. Donc, c'est quoi et c'était quoi la différence avec le sanda? C'est la même chose ou c'est pas? c'est au sein du wushu, tu as le sanda. C'est comme si D'accord, ça, ok. tous les arts martiaux chinois. D'accord, ok, Et ok. dedans, tu as le sanda, le sanchu, le taolu, la lutte chinoise aussi. Enfin, D'accord. c'est ce qui regroupe ces arts martiaux. D'accord, ok. Donc, tu faisais pied, point, projection, mais on n'avait pas le droit de poser le genou au sol. C'est ça. Et je Ce faisais qui du est... taolu aussi. D'accord, ok. Ok. Ça, t'en as fait pendant combien de temps? Alors après, moi je suis allée j'ai fait une sélection pour un championnat du monde.
et c'était en 2017, il me semble. Donc D'accord. ça donne de 2017, j'avais quel âge? Je sais plus, mais j'en ai fait les mathématiques. C'était il y a 5 ans? Du coup, j'avais 23 ans. Ouais, j'en ai fait une dizaine Ah ouais, d'années. d'accord, ok. Et dès le début, enfin non, tu m'as dit que tu voulais, t'étais pas intéressé par la compétition, mais dès le début, on va dire que ça t'a piqué. Et c'était quoi tes fréquences d'entraînement, tu vois, de tes 12 ans jusqu'à 20 ans, par exemple, c'est quoi? C'était 2 fois par semaine ou c'était tout de suite, ah non, je m'entraîne tous les jours parce que j'aime ça, quoi. Alors c'était au début, c'était 2 fois par semaine. Donc en fait, je faisais une fois par semaine du combat, une fois par semaine du Taolu. Après, j'avais rajouté la séance, une séance le vendredi. Puis en fait, petit à petit, des séances se sont rajoutées. Puis je suis allée dans D'accord. d'autres clubs, pas que des clubs de wushu. Je suis allée aussi dans des clubs de kickboxing, parce que je pratiquais après, à partir d'une certaine période en parallèle, le kickboxing et le wushu, Mhm. et en rajoutant de la préparation physique. Donc ça, c'est vraiment fait progressivement, c'est-à-dire je suis pas allée tout d'un coup, tout de suite. Puis il y a Ouais, une ouais. année où j'ai pas fait de sport du tout, la première année de fac, donc où on change de cadre, on change d'environnement, on Ouais, ouais. s'amuse. Et bon. En plus, il me semble que tu as fait STAPS, c'est ça, non? En fait, j'ai ma première année de fac, c'était en licence d'études théâtrales, la Sorbonne Nouvelle. Ah, très bien. Aucun rapport. Ouais, aucun rapport. Ouais. Et donc, t'as arrêté ça, et donc t'as fait STAPS derrière, non, c'est pas ça? Après, j'ai fait une licence de psychologie. Je suis restée beaucoup à la fac. J'ai beaucoup D'accord. été babysitée par la fac. En fait, j'ai fait une licence de psychologie, un master en STAPS qui mêle le sport et psycho, puis après une année en STAPS, en licence. Mais Ok. Bah, attends, t'as combien de diplômes là? Tu m'as parlé de. j'ai 2 licences et un master 1, un master 2. Ah d'accord. Ah bah, c'est très bien. Voilà, Mais toi, tu t'es dit non, je veux pas ça, je veux aller faire du combat, exactement. je vais me lancer en MMA. Et du coup, bah, c'est quoi, c'était quoi la transition entre bah, cette pratique du wushu jusqu'au MMA? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le MMA? C'était le côté euh, où on pouvait tout mélanger, on pouvait tout faire. Qu'est-ce qui t'a attiré? Alors, ce qui est drôle, c'est que le premier combat de MMA que j'ai vu, j'étais toute petite. C'était mon beau-père, c'était les vieux DVD, je crois que c'était des DVD piratés, donc je crois que c'était prescription tout vert. Donc je crois que c'était vers les années 2000, quelque chose comme ça, que j'avais vu un Ouais, premier combat de MMA. Et vu que j'étais petite, bah je trouvais ça bizarre. Enfin, je trouvais que c'était un peu de la bagarre. Et il y a une période en fait où je suivais des blogs associés aux arts martiaux. Et c'était sur le premier. Du coup, j'avais regardé le premier combat de Ronda Rousey. Et c'est comme d'accord. ça que j'ai été réintroduit dans le monde du MMA. Et je me suis dit, waouh, c'est trop stylé. En plus, je suis une amoureuse des sports de combat et des arts martiaux. Donc forcément, moi, tout de suite, ça m'a parlé. Et c'est à Et partir de... est-ce que c'est le fait que c'était une fille, tu t'es dit, enfin, t'as réussi à t'identifier, ou c'était vraiment juste, voilà, c'était Ronda Rousey, mais ça aurait pu être aussi un garçon qui avait combattu, ça t'aurait rien changé. En fait, le fait que ça soit une femme juste, en fait, ça m'a permis de m'intéresser au sport. Puis après, je regardais l'ensemble des combats sans distinction. C'est juste que vu que c'était une première et que c'était un événement, forcément, il y a eu Hmm. une petite hype entre guillemets, Ouais, qui fait ouais. que c'est un événement qui est sorti de l'ordinaire et qui a pu toucher un public différent. D'accord, d'accord. Non, mais c'était il y a pas si longtemps que ça, Ronda Rousey. Enfin, j'ai l'impression que c'était pas il y a longtemps, mais c'était quoi, une dizaine? 2014. Ok, ouais, c'est ça, j'allais dire une dizaine d'années, 8 ans, ok. Et donc, tu as vu ça, tu t'es dit, tiens, je vais faire du MMA. Et quand tu t'es dit, je vais faire du MMA, c'est quoi? T'as cherché un club ou t'as cherché à rester dans ton club et essayer de bricoler ou voilà, qu'est-ce que t'as essayé de faire pour commencer à faire du MMA? Alors, vu que j'avais des objectifs dans le cadre du wushu, je voulais faire une sélection en équipe de France. Je me suis dit d'abord j'atteins mes objectifs en wushu et ensuite je passe au MMA. Mais en parallèle du wushu, en fait c'était en 2014, 2013 pardon en fait, c'était dans ces eaux-là, j'ai commencé en fait le jiu-jitsu brésilien chez Jean-Louis Mbongo en Hmm. 2013-2014. C'était Ouais. au Fouchan ou c'était à À la Issy-les-Moulineaux? MB Academy à Issy-les-Moulineaux. Ok, C'est dans le même bâtiment enfin, c'était dans la même zone où je faisais du wushu. Donc, d'accord, ok, j'ai commencé à JJB en 2013. Ouais. d'accord, Et je me suis dit, d'accord. d'abord, je fais du JJB et du wushu.
Et après, une fois que j'aurai atteint mes objectifs sportifs dans le sanda, je coupe totalement parce que c'est deux sports différents. Donc, je trouve que c'est compliqué de combattre dans deux disciplines différentes. Donc, je coupe totalement avec le wushu et je passe au MMA en ayant une petite base de sol avec une petite base de lutte et après tout lié ensemble. D'accord, ok. Bah, tu vois, c'est intéressant ce que tu nous racontes parce que bah, souvent, moi, j'ai des questions là-dessus sur comment faut commencer, comment on doit commencer, si je veux faire de la compétition, comment je dois faire, si, je sais pas, est-ce que tu me conseilles de faire plusieurs sports en même temps, est-ce que tu me conseilles d'en faire qu'un seul? Enfin, si on peut terminer un peu là-dessus et voilà, nous donner quelques conseils, toi, on a vu que tu y allais progressivement. Après, tu as commencé relativement tôt, toi, on a commencé au même âge. Donc, on va dire que en fait, quand on commence jeune, c'est petit à petit. Je pense que l'envie d'en faire plus vient et c'est pas du jour au lendemain. Enfin, en tout cas, moi, c'était pareil. C'était comme toi. Mais quand quelqu'un commence, tu vois, je sais pas, à 19 ans, 20 ans, qu'est-ce que tu lui conseillerais bah ouais, pour commencer, s'il veut commencer déjà le MMA, qu'il est intéressé par la compétition, mais bon, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Mais voilà, il a une objectif d'avoir une pratique un peu sportive, orientée compétition. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour pas brûler les étapes? Justement, en premier lieu, de pas brûler les étapes parce que le problème, c'est que, en fait, déjà, les personnes qui ne connaissent pas la pratique sportive dans n'importe quel domaine ont une vision fantasmée du sport. Donc, ils voient que le résultat. Ils voient pas déjà ce qui se cache derrière. Et donc, le temps que ça a demandé pour arriver à ce stade-là. Donc, ils s'imaginent qu'en 2 ans, ils vont arriver et ils vont tout de suite combattre et tout casser. Il y a des cas comme cela, hein, faut pas le négliger, mais c'est Ça peut extrêmement arriver, rare. mais c'est rare. Ouais. J'en connais un comme ça, mais sinon c'est extrêmement rare. Donc je leur conseille d'y aller petit à petit. Et puis ils ont peu de temps, faire que du MMA, pas commencer par la boxe ou commencer par un sport en particulier. S'ils ont un temps limité, faire que du MMA et au moins une séance de préparation physique et de laisser le temps au corps de s'habituer et Ouais, aussi de pas se cramer mentalement, de pas se cramer parce que s'ils y vont trop fort, trop vite, enfin, on voit beaucoup des nouvelles personnes, elles se blessent parce que ils gèrent pas leur récup, ils il veulent peut à y tout avoir prix aussi de la gagner du frustration. temps. Il peut y Voilà, avoir de de la la frustration. frustration parce qu'ils souvent les gens qui veulent d'un seul coup s'entraîner beaucoup, bah souvent c'est parce qu'ils veulent aller vite. Mais en vrai, Exact. comme tu l'as dit, il faut laisser le temps au corps déjà de s'habituer au sport, enfin ouais, D'intégrer les de digérer ce notions. qu'il voit et Exact. tout. Ouais. Ouais, Exact. ok. Et toi, du coup, quand tu as commencé le MMA, je sais pas si tu as fait des combats en amateur. Enfin, ça a été quoi un petit peu ton parcours dans le MMA pur, mais avant de faire tes débuts en pro? Moi, j'ai fait aucun combat amateur. Je suis allée direct premier combat chez Ares. D'accord. Mais j'avais Ouais, 16 combats à peu près en amateur dans d'autres disciplines. ok. Donc en fait, ça m'a entraîné à la compétition, pas la compétition de MMA. Ça m'a entraîné à savoir gérer une compétition et gérer un certain enjeu. Comme Ouais. lorsque je suis arrivée au championnat du monde de Wushu, donc dans toute discipline, les championnats du monde, c'est à part dans un sport olympique, c'est le Graal. Et je suis Hum. arrivée et je me suis rendu compte, bon, je me suis faite rouster, mais je me suis rendu compte que en fait, c'est la même chose que lorsque tu fais ton combat dans un plus petit cadre, en fait. Ça, Ouais, y a rien ouais. qui change parce que c'est les mêmes règles. Le cadre est peut-être différent et encore là, j'étais dans le Tartare en Russie, donc c'était encore plus Hum. paumé que si je faisais les régionales en Île-de-France. Ouais, ouais. Donc, en fait, ça m'a habituée au cadre. Même si D'accord. c'est vrai que de passer de compétition, enfin de mes dernières compétitions à un cadre qui est médiatisé, où il y a Ouais, du ouais. monde dans la salle, il y a de la musique, il y a du truc, bah, il y a une différence. Mais pour moi, ça changeait pas grand-chose. Bon, on en parlera après, mais on t'a pas senti très très stressé sur en tout cas enfin, tes deux premiers combats là Mm. à chez Ares, c'était pas non plus, on n'a pas senti quelqu'un d'angoissé ou autre. Après, ce que tu dis, toi, par rapport à ton expérience avant dans l'autre discipline, euh, je pense que enfin, c'est pas forcément que c'est
enfin, c'est vrai pour quelqu'un qui a fait des sports en percussion. Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait des compétitions au sol, il n'y a pas du tout de percussion, donc ça a rien à voir. En plus, quand même, l'état d'esprit, il est quand même différent, tu vois. Tu veux enfin, dès qu'il y a de la percussion, tu sens vraiment que l'autre, il veut te faire mal, quoi. Tu vois, il y a vraiment enfin, je sais pas si toi c'est pareil ou tu le ressens. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai reçu comme ça. Je l'ai ressenti comme ça, c'est que il y a vraiment une envie de, ouais, je vais te faire mal, tu vois. Alors que nous, au sol, c'est aussi, je vais te faire mal, mais c'est pas physiquement, c'est plus essayer de faire mal mentalement, tu vois. De Mm. bouffer l'autre mentalement, de lui mettre la pression, la pression, la pression, pour qu'il ait envie de craquer ou que ce soit un peu plus facile de faire des choses sur lui. Alors qu'en, alors qu'en percussion, vraiment, moi, je sens que la personne en face, elle a vraiment envie de te faire mal, quoi. Et du coup, moi, ça m'avait un peu euh, perturbé, tu vois, j'avais fait qu'un seul combat, j'ai fait qu'un seul combat en MMA, et c'est vrai qu'au premier round, bah, ça m'a vraiment fait bizarre, quoi. Putain, le mec, il veut me niquer, quoi, tu vois. Ce qui est Après, drôle, bon, au c'est que moi, je deuxième, vis le contraire. Quand je vais faire des compétitions de sol, bah, en fait, j'ai pas du tout de stress parce que je me dis, ça va, elle va pas me mettre un coup de genou, en fait. Donc, ouais, ouais, ça fait que ça dédramatise la situation, alors que les blessures, elles peuvent être d'autant plus graves avec des grosses clés de talon ou des choses comme ça. Enfin, ce ouais, qui est ouais, pas le ça cas, peut. comme je dirais, je fais en intermédiaire débutant. Donc, c'est drôle parce que moi, dans l'autre sens, je me dis, ça va, elle va pas me frapper. Donc, je me dis, Ouais. bah, quoi qu'il se passe, ça va. Donc, ça contrebalance un peu le truc. T'as fait des compétitions au sol ou t'en as pas fait? Ouais, ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'une des premières compétitions que j'ai faites, c'était en JJB. J'étais allée à Lisbonne après 3 mois de JJB, donc ça s'est très mal passé pour moi, ce qui est normal. T'as fait les Europes à Lisbonne, première compète. Non, deuxième compète. Et la première Ah, compète, je comprenais rien. Deuxième compète, je comprenais encore moins. Mais de temps en temps, j'essaye de faire des compétitions de sol. Et en général, ça se passe bof. C'est vrai que c'est pas ouais. mon domaine, mais je trouve que c'est une bonne chose de se challenger et d'essayer des nouvelles choses. Et puis aussi de voir ce sur quoi on doit travailler, les erreurs qu'on fait, parfois qui... Mais toi, c'est quoi ton ressenti pour toi, ton niveau au sol? Parce que moi, je te connais un petit peu. Bon, ça fait un moment que je t'ai plus vu sur le tatami, mais quand je te voyais, t'étais loin d'être une merguez, t'étais pas du tout mauvaise. Mais comment tu perçois, toi, le truc? C'est-à-dire, si tu prends quelqu'un qui vient du sol, bah, je crois que c'est un peu le cas de ta prochaine, enfin, qui est en tout cas apparemment meilleur que toi au sol. Ouais. Euh, Comment ressens le truc? Est-ce qu'il y a ce truc vraiment de non, mais le sol, faut que j'évite, le sol, faut surtout pas, ou tu te dis quand même, attends, je suis pas si forte que ça au sol, mais je vais quand même, enfin, tu vois, je connais quand même et je vais te montrer. Comment tu appréhendes un peu le sol pour le MMA en tout cas? Le, s- euh, Par rapport aux compétitions ou dans le cadre du Ouais. MMA? Non, alors par rapport par rapport au combat en MMA, comment tu Alors, vois ton niveau au sol pour le MMA? Et si tu te dis vraiment, voilà, tu te sens capable quand même de pouvoir finaliser ou autre, ou tu te dis vraiment non, je suis dans une période où je veux surtout éviter le sol. ce qui est pas mal, c'est qu'on travaille au club, on travaille beaucoup le sol spécifique MMA et en fonction des différents profils. Euh, Vu que j'ai la chance d'avoir une bonne puissance de frappe, je vais plutôt utiliser les contrôles associés au sol, même les contrôles qui peuvent aboutir par exemple sur un triangle de bras Mm. pour frapper plutôt que de risquer de parfois de perdre la position D'accord. ou parce que les filles, enfin la fille que j'ai combattue et celle que je vais combattre, elles ont un peu des gardes chewing-gum. Donc, Ok. genre de personnes où t'arrives en montée, t'es en montée et elles finissent dans ton dos. Ouais, Parce que ouais, je dirais qu'elles ont pas d'articulation, enfin, c'est assez ouais. étrange. Mais au vu de mon point fort, je vais adapter le sol à mon style. Et même si enfin, j'ai pas un mauvais sol, Mhm. je ne vais pas me transformer en quelqu'un qui tombe amoureuse du sol dans le cadre du MMA, D'accord. comme les grappleurs qui tombent amoureux de la boxe dans le Mhm. MMA. Mon domaine vraiment d'expertise, c'est le pied-point, et je préfère capitaliser là-dessus. Mais si jamais D'accord. vraiment j'ai l'opportunité de finaliser, bah, je vais pas cracher sur cette opportunité, Ouais, je ouais, vais la ouais. saisir et finir Mais le combat. imaginons t'es dans bon, peu importe ta prochaine adversaire ou pas, on va pas
parler de game plan ou pas, mais imaginons tu es dans la garde de quelqu'un, de ton adversaire, en combat, la personne a un niveau pas extraordinaire au sol. Qu'est-ce que tu vas chercher à faire? Tu vas chercher à frapper, tu vas chercher à passer la garde ou tu vas chercher à te relever? Je cherchais à me relever. Ok, En général, je vais chercher à me relever euh, parce que c'est et puis par rapport à ce que j'aime faire, c'est mhm. on va dire que lorsqu'on combat aussi, on combat parce qu'on aime combattre et moi j'aime bien être debout et cogner. Donc du coup, On a vu ça. je vais retourner à mon sujet de prédilection, on va dire, dans le cadre du sol. Mais si jamais je commence à frapper et que je vois que la personne subit, ben, je vais continuer à frapper. Et ça va être plus être frappé pour ouvrir. D'accord. Parce qu'on a moins d'amplitude, on a moins de puissance de frappe. Ça va dépendre. Dans la garde un peu moins, à la Ok, demi-garde, c'est ok. préférable pour frapper. Mais je vais plutôt chercher à ouvrir, donc c'est-à-dire avec des coudes ou des choses comme D'accord. ça, afin de, lorsqu'on se relève, que j'appuie sur ces coups-là, ou lorsque je suis en demi-garde, que j'appuie dessus et Ok. que le combat soit arrêté. D'accord. Bah, du coup, on va parler un peu aussi de tes combats au Ares. Donc, Ares, comment ça s'est... Alors, les gens, je pense, ça les intéresse. Comment ça s'est passé ton premier contact avec Ares? Qui t'a trouvé? Ton combat? Comment t'es rentré là-bas? C'était ton premier combat pro. Donc, raconte-nous un petit peu là, enfin, comment t'es rentré là-bas et après, on parlera de tes combats et justement de cette puissance de frappe. Alors ce premier combat, c'est via parce qu'en fait j'ai signé au sein de la BTT pendant leur D'accord. camp de détection en Bulgarie, donc la Bulgarian Top Team. Et Une société de management, on peut dire ça comme exact, ça? par Ouais, Guillaume Pelletier et JB Vigneault. d'accord. Et Et comment ça s'est passé? Comment t'es allé là-bas en fait? C'est quoi? C'est toi, tu t'es dit, tiens, je vais aller tenter mon coup là-bas, ou c'est lui qui t'a sollicité, ou comment ça s'est passé pour aller faire comment on appelle ça, le les camp, tests pour être recruté, quoi? Ouais, c'est ça. bon, j'ai vu que c'était organisé l'année d'avant parce que je crois que c'était non, je sais plus quelle, oui, l'année précédente. Ouais, ouais, Je connaissais quelqu'un qui avait signé avec eux par ce biais. Donc je me suis dit bah pourquoi pas tenter d'y aller, on verra. Donc au pire je vais m'entraîner en Bulgarie hmm. et dans le meilleur des cas j'ai signé dans une team de management et j'avance dans mon projet. Ouais, c'est bien. J'avance dans mon projet parce que je savais pas trop par où commencer. D'accord. Et donc ça s'est bien déroulé. Donc ils m'ont signé et Il y avait beaucoup de filles sur ce camp-là non il n'y avait qu'une autre fille mais ils n'avaient pas volonté de signer. Elles allaient signer les personnes qui les intéressaient. Donc si Ouais, ouais. je faisais pas l'affaire, bah j'allais pas signer Mhm. juste parce que Non, 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 j'étais bien là. sûr. Mais je me rappelle que vous étiez deux du NR Fight à être allés là-bas. Il y avait toi et puis il y avait Jordan aussi. Ouais, les deux. Et Jordan aussi qui a signé avec Guillaume Pelletier Exact. de la PTT. Ok, du coup, bah, tu vas là-bas, tu fais ton stage. Je pense que enfin, Guillaume a vu comment tu te débrouillais sur le J'ai fait tatami des ou dans dommages. la cage. J'ai fait des dommages. Bah, ce qui est drôle, c'est que j'avais fait un sub only en plus là-bas. J'avais fait un D'accord. sub only et j'avais gagné par Alors, Sub Only, pour ceux étranglement qui arrière. connaissent pas, c'est un combat, enfin un combat au sol commence debout, enfin c'est de la lutte à livrer quoi. C'est C'est ça, grappling, qui ça commence debout et puis il faut soumettre l'autre. Et c'est donc tu ça. avais gagné, ouais, je me rappelle, par Ouais, au bout de soumission. 9 minutes 30, ouais, étranglement arrière. Ouais. Bon, C'est super. ce qui est drôle. Mais Ouais, non. et du C'est pour ça que je dis que t'es pas une non, débutante au sol et que non, non, je suis pas perdue. mais après voilà, mais c'est aussi pour montrer que bah faut faire des choix en MMA, il y a tellement de possibilités. Et puis franchement, je trouve que tu as une bonne analyse ou un bon, je sais pas comment dire, un bon retour sur ta pratique et que tu te dis vraiment, bon bah voilà, où est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me plaît, où est-ce que j'ai envie d'aller. Et souvent, en fait, c'est ces gens-là qui sont les plus problématiques à prendre en combat parce que ces gens-là qui savent vraiment ce qu'ils veulent, bah c'est galère quoi, c'est galère. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et du coup, à la suite de ta signature avec Guillaume, ça a été combien de temps après qui t'a trouvé le combat au Ares?
Alors, j'avais signé en septembre. J'avais combattu après en Hollande en Muay Thai. C'était histoire de me refaire la main parce que ça faisait Mhm. longtemps que j'avais pas combattu. D'accord. Et ensuite, je crois non, 2 mois plus tard, en fait, j'étais pas au courant. Je me doutais qu'il y avait quelque chose de potentiel parce qu'il y avait un petit teasing ou autre. Et je vois conversation WhatsApp, Ares 3, tu prends Iris Marmouzet, voilà son profil, voilà ta paye dans 5 semaines. Et C'est ok. super. Et en fait, j'étais pas au courant qu'il y avait des conversations avec Ouais, Ares, qu'il y avait je sentais qu'il y avait un truc qui se dessinait. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais une intuition que peut-être ça serait Ares parce qu'on m'avait proposé d'aller voir des combats là-bas. d'accord. Mais en fait, c'était par surprise et ça arrivait Ouais. vite. Mais Mais ils sont un peu tout de obligés suite, parce que des fois, je pense qu'ils parlent avec plein d'organisations et qu'au final, bah, il peut pas à chaque fois te dire, ah, peut-être que tu vas faire avec ça. Ah, peut-être que tu vas aller combattre là-bas. Peut-être. Puis en c'est fait, ça. je pense que enfin, moi, je l'ai vu en tout cas avec des combattants où ça les déstabilise un peu dans leur entraînement parce que on leur parle tellement de choses et ils disent oh putain je combats pas là, ah puis au final ah je vais peut-être combattre je sais pas au Bellator, ah puis non ça va pas se faire, ah puis je vais peut-être combattre là-bas, ah puis ça va pas se faire, oh putain au final je vais combattre nulle part. Et c'est vrai que des fois bah, de vouloir à chaque fois raconter un peu les dessous du management, bah certaines personnes perdent un peu la tête ou voilà perdent leur régularité dans l'entraînement quoi. Donc je peux comprendre ce truc-là. Et du coup, 5 semaines pour te préparer. Bon, de toute façon, tu Je t'entraînais déjà m'entraîne tout le temps. régulièrement. Je fais pas partie des personnes qui s'entraînent pas hors date. Je suis tout le temps à la salle parce que de toute façon, moi, j'ai envie de progresser dans tous les domaines. Donc, quand je combats en général, mais je prends très peu de break après un combat parce que j'aime bien D'accord, m'entraîner. C'est ma passion, donc c'est pas quelque chose de forcé ou de temporaire. d'accord. Et alors avant de parler de ton premier combat au Ares, je voulais qu'on revienne sur un truc qui est, bah, nous, on s'est rencontrés au cabinet là chez Rémi Lancou, qui est donc notre kiné et préparateur physique. Mm. Et du coup, moi, je me rappelle à l'époque que bah, tu te blessais pas mal, quoi. Tout le temps, ouais. T'avais du mal enfin, t'avais du mal à donner de la continuité, vraiment, de la constance à tes entraînements. Et, et en fait, bah, aujourd'hui, je te vois, tu t'arrives à t'entraîner vraiment régulièrement, puis quand même, je pense à une haute intensité quand même. Enfin, t'as trouvé un bon équilibre, je pense, dans tes entraînements. Du coup, c'était quoi un peu le problème quand tu te blessais et comment t'as solutionné ça pour aujourd'hui trouver un peu ton équilibre dans tes semaines, enfin, dans tes mois et dans ton année et tes années d'entraînement. C'était multifactoriel. Tout d'abord, j'étais beaucoup plus légère. J'étais beaucoup plus légère. L'année où j'ai enchaîné les blessures, je crois que j'étais entre soit 60 et 59 kilos, ce qui est plus du tout le cas maintenant. Là, J'avais tu pèses réduit combien la là? prépa physique. Là, on est proche du combat, donc je suis un peu plus lourde. D'accord. J'évite de dire mon poids parce que D'accord, vu qu'on d'accord. Et c'est quoi la catégorie? Je sais même pas ta catégorie à 50, la. 56,7. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Donc t'es un peu C'est plus lourde noté qu'on que sache 60. combien je pèse exactement. Non, non, mais tranquille. Ok. Et, Je suis, euh, et du coup, donc t'étais et, beaucoup plus légère à l'époque. Là, maintenant, t'as pris un peu plus de. Donc t'as changé un peu ça et t'as essayé ouais, de monter un peu de poids. c'est Qu'est-ce qu'il y ça. avait d'autre un peu dans ton organisation aussi, peut-être de semaine ou. Ouais, en fait, je m'entraînais pas, enfin, je m'entraînais déjà au NR5, mais je m'entraînais également à la Snake Team à Saint-Gratien. Donc, C'est à l'opposé, il me semble, non? ouais, je faisais 1h15. En fait, je faisais par jour, ça faisait 1h15 aller, 1h15 retour, et bah déjà, ça fait ouais, enfin, 2h30 si je vais pas m'entraîner 2 fois dans la journée. Ça fait ouais 5 heures dans la journée rien que pour aller Dans les s'entraîner. transports, quoi. Dans les transports avec des changements, rentrer tard si j'y allais le soir parce que ça finissait à 22 heures. Mhm. Donc entre j'étudiais encore, j'avais un petit boulot à côté, donc je faisais des semaines enfin vraiment de fou. Donc Ouais. je récupérais pas et puis aussi il y avait pas les mêmes gabarits, c'est-à-dire que là j'ai la chance de m'entraîner déjà avec des filles et c'est pas une question de c'est plus facile, c'est juste que c'est plus Ah non, mais réaliste. non.
c'est plus Bien sûr. réaliste. Quand on lutte avec un homme, c'est pas la même force. Quand on met les gants de manière avec une certaine intensité, bah, si la personne a fait, même une femme qui fait 15 kilos de plus, c'est pas la même chose. Donc, Bah ouais. j'étais un petit gabarit, j'étais fatiguée, donc, puis aussi, moi, j'ai eu un crochetage. On connaît tous le fameux crochetage qui cause des, des dégâts. Oh là là. Il m'a pété le péroné, puis côte fêlée, etc. Enfin, Ouais. donc c'était un tout. Et puis ça a été très dur de revenir parce qu'on s'était déjà croisés au club et j'avais Mhm. en toute transparence, j'avais beaucoup de tristesse, de frustration. C'est très dur de revenir sur tatami, ça prend énormément de temps. Non, ouais. Et maintenant, bah, je suis solide, quoi. Ouais, ouais. Si je sens que j'ai besoin de repos, je vais pas me forcer à aller m'entraîner, je vais prendre ce repos-là. Et ça, D'accord. c'est plus de l'expérience. Ouais, Ça, ouais. on voit beaucoup chez les nouveaux ou les petits jeunes qui forcent la chose et qui finissent par se blesser. Ou Mhm. aussi le fait de refuser de tourner avec certaines personnes, avec des débutants ou avec des personnes un peu brutes qui ont du mal à contrôler. Moi, j'ai aucun problème à mettre mon ego de côté, à dire bah non, je tourne pas avec toi parce que Ouais. ça sert à rien, tu vas me blesser. Mhm. Je préfère éviter quoi. Donc c'est important. Et, du coup, si on peut en parler, donc tu faisais à l'époque ton MMA et pied-point chez Cyril Diabaté à la Snake Team. Et C'est chez ça. nous, tu venais plutôt chercher le sol, il me semble. Ouais. Ouais, il y avait pas encore de MMA, ça Ouais. commençait. On l'avait C'était pas dans la structuré encore, ouais. On l'avait pas bah, structuré. j'avais commencé au club juste quand il y avait la petite salle à Olympiade. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, Ok. Ah, ça fait un moment déjà. ouais. Et Et j'en avais parlé avec Rémi et il m'avait dit, oh, en plus, il y a quelque chose qui se prépare au club, il va y avoir un espace prépa physique, il va y avoir du MMA. Et quand j'ai repris le MMA et que c'était en 2019, du coup, ouais. après la période Covid, où j'ai vraiment bien repris le MMA, parce que je m'étais posé la question d'arrêter, de pas poursuivre cette voie-là et de faire que de la lutte à livrer. Et, euh, et après, en fait, j'en ai parlé à Rémi, il m'a dit non, peut-être que tu te sentiras mieux au club, enfin au NR Fight. Ouais. Et puis En même, full time, je quoi. commençais à avoir du mal à aller à la Snake Team. J'étais pas régulière. J'étais régulière dans mes entraînements, mais je m'entraînais de plus en plus au NR Fight en fait, de moins en moins là-bas. Et sachant que Il y a une j'habitais à question de distance Issy-les-Moulineaux, aussi, non? de T'habites dans le sud distance. de Paris, non? Ouais, j'habitais à Issy-les-Moulineaux et là j'habite Ah à oui. Ouais. Montrouge, donc je suis encore plus proche Ah des ouais, clubs. t'es encore plus près. Là, Ouais, je ouais. suis Ok. à 25, 35 minutes. Si j'étais en scooter, à 10-15 minutes, Ouais, même pas. c'est à côté, c'est à côté. C'est la porte à côté. Donc, ça a changé toute ma récup, mon cadre. Et puis, vu que le club, bah, ça s'est structuré, bah, je pouvais m'entraîner n'importe quand parce qu'il y avait des créneaux de 6 heures ça finissait à 22 heures. Ouais, Donc, ouais. ça m'a permis d'avoir plus de flexibilité et de la régularité, du coup. Ouais, C'est ça ouais. qui est le plus important, c'est la régularité. Ok, super. Et du coup, bah pareil, on peut parler pour terminer un peu sur le club. On a lancé les créneaux féminins parce que bah voilà, moi c'est des fois je reçois des messages Nico, faudrait que tu rajoutes ci, faudrait que tu rajoutes ça. Donc on a je recevais régulièrement des messages. Hein, ce serait bien quand même qu'il y ait au moins un créneau féminin dans la semaine. Et du coup, on a attendu un petit peu qu'il y ait vraiment un peu plus de filles. Et dès qu'il y avait, on va dire, deux, trois, quatre filles vraiment régulières, bah, on a rajouté un créneau. Et puis bah, aujourd'hui, ça marche plutôt pas mal ce créneau MMA filles, mais pour la compétition. On a créé aussi avec bah, toi, Marie Loiseau, Mathilde, et je crois que c'est tout. On a Exact. créé aussi une section féminine au club, on va dire qui est multidiscipline, où voilà, bah, toi c'est plutôt la partie pied-point, il me semble que tu enseignes. Mathilde, ça va être plutôt la partie sol, et Marie, ça va être plutôt la partie MMA. MMA. Ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal, on peut peut-être en parler un petit peu. Et puis du coup, ouais, ce que tu disais tout à l'heure, justement je voulais l'aborder, c'est le fait que voilà, c'est pour moi, ça me semblait logique de créer au final un créneau vraiment où les filles allaient s'entraîner que ensemble. Je sais plus quel déclic j'ai eu un jour. Je m'entraînais sur le tapis et alors je sais pas si c'était quand je m'entraînais peut-être avec une fille ou je m'entraînais avec quelqu'un qui était pas du tout de mon poids et je me disais mais en fait c'est pas du tout le même sport quoi. Enfin c'est pas du tout le même sport même entre garçons déjà.
moi, je le vois, avant, je combattais en 66 kilos, maintenant, je fais 83 kilos. Mais quand je tourne avec les mecs sur le tatami, ça, c'est pas du tout le même, enfin, du c'est pas tout. forcément que c'est pas du tout le même sport, mais ça a rien à voir, quoi. Le niveau force, le niveau, même la stratégie, les techniques dans lesquelles on se retrouve, bah, c'est pas du tout la même chose. Quand j'étais en 66, bah, c'était beaucoup plus technique et bah, ça jouait beaucoup plus sur la technique. Maintenant, en 77, 80, bah, ça joue bah, plus sur ça va être entre la force et la technique et ainsi de suite, quoi. Et du coup, qu'est-ce que t'as, bon, j'imagine que oui, mais si tu peux nous en parler de qu'est-ce que t'as ressenti ou qu'est-ce qui t'a fait vraiment évoluer quand tu t'es entraîné un peu plus qu'avec des filles? Alors, tu t'entraînes pas que avec des filles tout le temps, mais on a mis des créneaux en place où vous pouvez vous retrouver et être vraiment entre vous et faire un entraînement vraiment spécifique filles. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a permis euh, bah, de prendre en expérience ou en technique? Comment t'as évolué grâce à ça? Ah, ça a changé tout le jeu dans le cadre de enfin, d'une évolution technique parce que lorsqu'un homme et une femme, déjà, ça n'a pas du tout la même force. On peut s'entraîner ensemble en striking. En striking, honnêtement, je vois pas de grosse différence, à part la puissance de frappe. Ouais. Mais même quand on tourne entre filles, bah, en contrôle, on va pas se cartonner la tête à chaque fois qu'on s'entraîne, parce que ça serait pas bien sur le long terme. Mais en pied-point, il Mhm. n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'on rentre dans le cadre de l'appréhension, du contact avec la lutte ou la lutte à livrer, et donc du coup aussi avec le MMA, c'est très compliqué, que ce soit pour eux ou pour nous à gérer. Mhm. Parce que pour eux, bah, ils ne peuvent pas utiliser leur force, toute leur force, et donc c'est compliqué. Enfin, ça va être un peu soit je laisse un peu travailler l'autre, Ouais, 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 c'est ça. soit j'utilise un peu ma force et en fait je casse toute la dynamique parce qu'elles peuvent Mhm. pas évoluer. Pour nous, bah, on sait pas ce qui va fonctionner vraiment parce que la résistance ça va être différente. On sait pas ce que ça va donner contre un adversaire qui va vraiment résister Mhm. et qui va donner toute sa force pour se sortir d'une position, alors que quand nous on fait des séances de lutte ou de sol entre filles, bah, on peut vraiment donner tout pour exploser, C'est sortir ça, d'une ouais. position, ou essayer d'utiliser des techniques enfin ça va pas être la même dynamique et Mhm. c'est rare qu'on s'entraîne à tourner avec des hommes dans le cadre de la lutte, du MMA. Enfin, c'est très très rare. Parce que même un homme à poids égal, bah, ça a pas enfin, ça a pas la même force. Ouais. Enfin, Alors quand je dis ça à Marie, je me fais insulter, mais toi, t'as le droit de le dire. non, les hommes et les femmes, c'est différent dans le cadre Bah du ouais, sport. ouais, C'est pas la même chose. c'est ça. Mais encore une fois, c'est même pas après forcément que homme-femme, mais vraiment même de catégorie de poids. Enfin, s'il y a des catégories de poids, c'est qu'il y a des raisons. Et le sport, de toute façon, on le voit bien, il sera pas du tout pareil, quoi. L'objectif restera le même. On va essayer d'utiliser les mêmes techniques, mais elles seront pas appliquées de la même façon. Et puis on le voit bien, les mecs qui sont les lourds, Ngannou, Cyril Gann ou autres, bah forcément ils sont techniquement c'est pas. Alors, Non, oula, c'est je fais pas le attention à même ce que je jeu. vais dire. C'est pas voilà, c'est pas du tout la même chose. Et, Je- euh, et voilà, alors que des poids très 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 légers, bah physiquement ça va pas du tout être la même chose, mais ça va pas arrêter quoi. Ça va bouger dans tous les sens et c'est vraiment c'est perturbant. Ben, Donc au sol, par exemple, rien qu'en étant dans la garde d'un homme ou dans la garde d'une femme, juste ah, ça, contrôle tête, la pression, on essaie de posturer, bah c'est pas la même force. Après on peut plus tourner, mais ce qui est drôle c'est quand certains hommes me disent ouais mais là je suis un peu fatigué, je viens de tourner avec un mec qui fait 10 kilos de plus que moi. Moi ça me fait rire parce qu'on a toutes commencé, je pense, dans des clubs où on était peut-être une des rares filles ou la seule fille. Moi ouais, c'était ouais. mon cas en JJB et on a appris à naviguer avec et à essayer de progresser. Et quand on a un homme, il nous dit, ouais, je viens de tourner avec un mec qui est un peu plus lourd. On fait, bah, c'est comme ça, quoi. Est-ce que tu penses que c'est de l'ego de la part, bah, du coup, là, pour les femmes qui veulent, parce que des fois, tu vois, on leur dit, ouais, il y a des entraînements que entre filles. Ah non, non, mais moi, je veux pas d'entraînement que entre filles, je veux tourner avec les mecs, j'ai pas peur ou autre. Enfin, je pense que il y a un peu d'ego en mode, non, mais moi, je vais montrer aussi que je peux, ou, enfin,
comment t'analyses un peu ce truc-là? Ça peut être de la part des filles ou même des garçons, peu importe, hein. Possible que bah, l'ego peut y en avoir des deux côtés. Par exemple, si techniquement on est plus forte que certains hommes et que eux-mêmes savent que s'ils tournent avec nous, ils risquent de se faire retourner au sol, même en lutte, parfois ça peut arriver, ou en pied-point. Bon, on les Mm. voit ignorer le regard quand il faut chercher des partenaires d'entraînement. En Ouais. Bulgarie, ça m'était arrivé. Ça m'était arrivé. Donc, mais aussi, certaines filles vont se dire, bah non, moi je veux montrer que je suis aussi forte qu'un homme, alors que bon, Ouais. physiquement, on n'est pas aussi forte qu'un homme. Je Mm. pense qu'il ah, peut-être certains cas exceptionnels, Ouais, ouais, des bien sûr, bien cas sûr. génétiques ou autres, mais dans enfin 90% du cas, on n'est pas plus forte qu'un homme physiquement. On peut pas rivaliser physiquement avec un homme. Techniquement, on peut essayer de contrebalancer le truc, mais à technique égale, c'est mort. Je Donc le trouve, hein. conseil, c'est si jamais une fille, elle a la possibilité de s'entraîner que entre filles, tu lui et même bah, enfin pour une pratique, on va dire loisir, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais oui, va trouver un club si tu peux où il y a que des filles, ou tu lui dirais non, c'est pas grave, si c'est du loisir, tu peux aller avec des cours dans des cours mixtes. Moi, je dirais un peu des deux. Un peu des deux, parce qu'on a toutes commencé qu'avec des hommes, je pense. Et puis D'accord. c'est bien aussi, c'est bête, mais d'un point de vue réalisme, d'être consciente de la force de quelqu'un qui est plus fort que soi. Par exemple, quand on regarde par exemple le self-défense, bah on voit certaines techniques de self-défense. Moi, je les trouve un peu, bon voilà quoi. Ouais. Il y a 20 kilos d'écart, si tu fais ça, tu vas te faire casser Mhm. la tête. Alors que si tu es consciente en fait, savoir ce que représente quelqu'un de plus fort, je pense que c'est Ouais. important. Et aussi, savoir que si on est assez technique, on peut battre quelqu'un de plus fort si on est vraiment plus technique. On connaît beaucoup des combattantes enfin, on a déjà entendu parler des combattantes de MMA ou pratiquantes de lutte livrée ou du jiu-jitsu brésilien qui se sont fait agresser et qui ont Ouais. utilisé leur technique et leur force pour se sortir de situation et mettre en danger et même casser la bouche parfois de Ouais, leur ouais. adversaire. Bah, Je pense ils que en sont fans au Brésil de ah, ces choses-là. Et c'est ça pour ça filme. que je pense que c'est trop dommage de se limiter à, c'est comme on essaye de tourner avec différents gabarits, des grands, des petits, des jeux techniques différents, plus des personnes qui vont aller chercher telle ou telle finalisation, qui sont Ouais. plus ou moins souples, donc aussi de forces différentes et de manières de bouger différentes, je trouve que c'est important. Ok. Top. On revient sur le combat et C'est parti. du coup ton premier fight au Ares, bah, qui se termine sur un KO, c'était face à une fille du MMA Factory, il me semble. C'est ça. Euh, je crois que t'étais pas favorite. Enfin, je sais. En tout cas, moi, c'était Euh, les bruits de couloir que j'avais ou c'était. Ou apparemment, elle était meilleure que moi en pied-point, D'accord. d'après les rumeurs. D'accord. Bon bah. D'après les rumeurs. Mais Ouais, bon, ouais. Mais bah après, c'est parce que personne te connaissait aussi. ouais, Donc, bah, tant mieux. C'était bien, ça t'a fait une petite surprise. surprise. Et, et derrière, donc tu prends, c'était quoi, une anglaise? Non? Une anglaise, exact. Une anglaise, ouais. Qui était plutôt sol, on va dire. Lutteuse, ouais. Euh, et franchement, qu'est-ce qu'elle a ramassé celle-là? Je me suis dit, mais elle va jamais tomber. Et, et justement, j'aimerais bien que tu me parles de ça, tu vois, de ta sensation dans le combat, de, on en a parlé après le combat, mais de pourquoi, pourquoi s'obstiner à vouloir frapper fort quelqu'un qui est pas tombé? Enfin, c'est pas vouloir s'obstiner, mais pourquoi est-ce qu'il y a un plaisir? Est-ce qu'il y a un truc, genre vraiment, tu sais, t'as du mal à, je sais pas comment expliquer le truc, mais genre, je vais combattre avec quelqu'un, je vois, je le touche, pam, 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 pam. Est-ce qu'il y a ce truc de, oh, putain, mais je vais continuer, je vais l'allumer? Est-ce que t'as l'impression d'avoir perdu un petit peu, euh, comment dire, D'intelligence de conscience combat. ou d'être un peu de lucidité dans le combat en te disant, là, attends, bon, vas-y, je l'ai allumée, elle est pas tombée, en plus, elle m'a ramené au sol. Et on a vu aussi au troisième round qu'il y a eu un changement de stratégie. Je pense que, enfin, j'en ai parlé avec Johnny, mais on peut peut-être en parler un petit peu de, bon, bah, maintenant, il va falloir que je boxe plutôt comme ça pour pas qu'elle me ramène au sol. Enfin, voilà.
Est-ce que tu t'es dit vraiment, putain, elle, tellement je la touche que elle va tomber ou voilà, c'était quoi un peu ton sentiment par rapport à ça? Je sais pas si j'ai été clair dans ma question. Si, si, tout à fait, je comprends tout à fait. En fait, j'ai gardé ma fréquence de frappe du sanda. En sanda, on frappe que sur 2 ou 3 coups. On fait pas de combinaison. Ok. Donc c'est 1, 2, 1, 2, 3. Et puis je suis quelqu'un qui boxe beaucoup en contre. Et l'objectif, c'était pas de... En fait, je sais pas boxer autrement. C'est comme certaines personnes ont un style de combat. Bah, mon style, ça va être 1, 2, 1, 2, 3. Et je suis pas quelqu'un je frappe toujours fort. Mhm. C'est-à-dire, j'ai beau être fatigué, ma puissance de frappe, je vais la conserver du premier au dernier round. D'accord. Et à la fin du premier round, moi, mon but, c'était pas de finir le combat à tout prix par le biais des frappes, mais de la toucher plus que elle allait pouvoir me toucher avec ses frappes ou D'accord. de travailler en contre. Et D'accord. T'étais vraiment il n'y a pas eu ce petit truc dans la tête, ah, je vais la mettre KO, enfin, tu vois, un peu, perdre un peu la lucidité. C'était plus le non. truc, bon, je veux la toucher le plus possible pour marquer le plus de points possible. C'est ça? Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être une possibilité de finir le combat avant. En fait, je me demandais si je lui avais fracturé le plancher orbital parce que je voyais son côté gauche gonflé. Enfin, ouais, côté droit. C'est pour ça que je mettais beaucoup de crochets du gauche parce que je voyais qu'elle était marquée et qu'elle se tenait le visage. D'accord. Je vais pas dans tous mes combats, j'irai jamais chercher le KO à tout prix parce que le KO, s'il doit se passer, il se passera. D'accord, Le ok. combat d'ailleurs a failli être arrêté sur TKO au milieu du deuxième round Ouais, ouais. à 2 reprises par l'arbitre, en fait. Il lui disait de se défendre, etc. Et elle était dure au mal, donc elle est restée du début à la fin jusqu'au combat. Mhm. Mais c'était un peu, je vois les combats aussi, soit il y a un KO, soit c'est un peu comme le meurtre à la petite cuillère. Je sais pas Ouais. si tu vois, à chaque fois, c'est Non. à force de taper, c'est quelqu'un qui vient qui tape avec une petite cuillère jusqu'à ce que la personne pète un câble, etc. D'accord. C'est-à-dire que chaque frappe, euh, les coups au corps, ça fatigue. Ouais, ouais, Les ouais. coups à la tête, ça impacte quand même. Mais je vais pas finir à tout prix. En fait, là, c'est comme lorsqu'on parlait de finir peut-être sur un Une étranglement ou une clé. finalisation, ouais. Voilà, Mhm. si jamais ça se passe, je vais saisir l'opportunité. Euh, et si et si là l'opportunité se présente, comme le KO contre mon premier adversaire, j'ai pas cherché à tout prix le KO. Quand j'ai vu D'accord. qu'elle était heurtée, je me dis elle va tomber un moment parce qu'elle prend beaucoup de dommages et on a du temps. Donc Mhm. moi c'est pour ça que prochain combat là ça sera 5 rounds et moi je suis très Ah ouais. contente de faire 5 rounds parce que je me dis c'est dire qu'on va avoir plus de temps à passer dans la cage et non, non mais non mais et me dis bah est-ce qu'elle va manger les mêmes coups, est-ce qu'elle va tenir 10 minutes en plus ou est-ce que si je me fais pas finaliser avant, si Ouais, ouais, ouais. elle gagne pas par TKO ou finalisation, bah va falloir qu'elle ait des sacrées esquives ou des sacrées défenses parce que Mhm. je vais bien la cogner. Si je la... Et qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de ce deuxième combat? Parce que, bah, comme on l'a dit, il y a eu un changement de stratégie au troisième round. Exact. Qu'est-ce que t'as retenu et que bah, tu essaieras de pas faire la même erreur sur le prochain combat? Faire très attention au clinch parce que les gens peuvent faire des clés de bras à la volée à partir d'une clinch quand t'es en Ah train ouais. de leur mettre des coups de genoux. Ça m'a, ça Mhm. m'a mis une sacrée claque sur le coup. Il y a eu comme un flottement, un moment de flottement, je pense d'une demi-seconde où je me suis dit, oh merde, vraiment, ça a duré une demi-seconde, mais dans ma tête, ça a duré un peu Ouais, plus ouais. longtemps que ça. Ouais. Et surtout, mais en fait, j'en ai tiré une belle expérience parce que le plus important, c'était de garder la tête froide et que ça soit dans de bonnes dispositions ou des mauvaises dispositions. Donc, Mhm. c'est-à-dire que ça soit lorsque j'infligeais des dommages, je me suis pas jetée, j'ai pas parce que si je voyais qu'elle était touchée et que j'épuisais toute ma vista, tout mon cardio, bah, après faut continuer. Donc si on se rate Ouais. et vu qu'elle était durable, bah, ça m'aurait porté préjudice. Mhm. Et aussi dans de mauvaises postures, rester froid et penser juste aux indications techniques et pas au fait qu'on est dans une mauvaise posture et que c'est chaud quand même. Ouais, ouais. Pas paniquer, quoi. Voilà, que ça soit dans les bons moments, parce que c'est important. Mhm. C'est pas parce qu'on est dans une bonne position qu'il faut
se jeter, ou dans les mauvais moments, ou se jeter dans ah merde, j'abandonne. Non, main sur les D'accord. biceps, pression, rester Ouais, froid. d'accord. Et c'était Johnny qui était dans ton coin sur ce combat-là, on est d'accord? Ce sera encore Exactement, Johnny, j'imagine, au Ares. tout à fait. C'est le combien le Ares là? C'est le Le 7? 8, Non, le 8. arrêt suite. Ouais, arrêt suite. Ok. Ouais. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler avec Johnny euh, là ces derniers parce que au club là, c'est essentiellement Johnny qui s'occupe du groupe filles. Ouais. Voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce qui t'a apporté Johnny dans ton jeu ou dans ta tête techniquement, etc. À quoi? J'ai trouvé mon binôme dans le cadre du coaching et de l'encadrement. C'est-à-dire qu'il a formé plein de binômes avec beaucoup d'éléments au sein de la salle. C'est très dur de trouver son coach. C'est Ouais. très très dur parce qu'il y a une réelle relation de confiance, que ça soit en dehors de la cage et dans la cage. Mm. Euh, et aussi le fait il nous connaît, il connaît notre jeu. Il sait comment on réagit aussi mentalement. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Presque, si je le vois pas à la salle, je lui fais un débrief. Enfin, je crois que je fais un débrief à peu près tous les jours. Ouais. Du coup, je revois mon état de forme, ce que j'ai fait, ce qui a été travaillé, ce sur que je dois travailler, si je suis fatiguée, pas fatiguée. C'est-à-dire que j'essaie d'être le plus transparente possible afin que l'évolution puisse se faire de la manière la plus adaptée possible. Euh, Tu lui donnes des armes pour être un bon coach en fait. exact. En fait, faut être en tant que sportif, faut être proactif. Faut être proactif parce que le coach ne sait pas ce qui se passe dans notre tête, dans notre quotidien, Mm, mm, parce mm. il nous voit à la salle. Donc c'est important de communiquer avant tout, et c'est très dur de donner sa confiance afin de Ouais, ouais. communiquer et d'être le plus ouvert possible. Par exemple, Bah, dans le cadre d'un combat, il sait que si je ne fais pas quelque chose qu'il me dit, il y a que deux possibilités. Soit je peux pas, parce que par exemple si je veux mettre un coup de genou, il me dit coup de genou, mais je vois il y a possibilité qu'elle me saisisse, ou je vois qu'il y a une attitude où elle bloque et que enfin ça risquerait de mm, porter mm. préjudice, parce qu'il ne voit pas tout vu qu'il est pas Ouais. auprès. En fonction de l'angle qu'il va avoir, lui, d'où il va être, il va te C'est dire des ça, choses, mais c'est vrai que des fois, on voit pas tout quand on est on dans, voit pas dans, tout. dans le coin. Donc il sait que soit je ne peux pas, soit je ne sais pas. À chaque fois je lui dis si jamais je ne fais pas ce que tu me dis, c'est parce que je ne peux pas ou parce que je ne sais pas. Mm. Euh, Donc, enfin, je veux dire, c'est vraiment une télécommande. L'objectif, c'est que Ouais, lorsque je suis dans la cage, s'il me dit de faire un truc, aussi lui, il a un regard différent. Donc, on a deux regards différents sur la situation. ouais, ouais. Ah, j'ai 100% confiance en son regard. Si on est quelqu'un dans notre coin ne sait pas comment on fonctionne, ou on n'a pas confiance en cette personne-là, c'est très compliqué d'évoluer sur le Mm. combat. Et puis sans compter l'avant-combat, sans compter la préparation. Ouais. Surtout, bon, enfin, il est très fort parce que naviguer avec un groupe de filles qui préparent des combats, moi j'aurais du mal parce que ah, les émotions c'est compliqué, hein. Et c'est pas un stéréotype, c'est la réalité, d'accord? Faut Non, non, pas ouais. faire du blabla. Un groupe de filles qui préparent un combat tout ensemble, c'est chaud. C'est chaud. Non, mais il faut dire les choses. Je lui ai, je, Donc, je lui ai déjà dit qu'il était courageux. Mais il fait bien, il fait très très bien son travail. En tout cas, je suis vraiment content. Enfin bon, je disais aussi ça à Jean hier aussi. Je suis très content du c'est binôme incroyable. Jean-Johnny. Je suis très 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 content. Ils arrivent bien à se comprendre, ils arrivent bien à travailler ensemble. Et puis chacun a trouvé sa place aussi avec le temps. C'est ça. Chacun, enfin voilà, c'est top. Je Mais suis quand content. on voit les petits jeunes qui vont sortir, que ce soit Souil, les Prigents, Faut pas trop en parler. Faut pas trop en parler, Alexandra. Les gens ne ouais. savent pas ce qui arrive. Ils ne savent pas encore. Ah, moi, je le Parce clame qu'ils sur tous les toits, hein. Parce que Je... je vois que des trucs sur Internet dans les médias, parler beaucoup de d'autres clubs et tout, mais on n'est jamais cité quand on parle de club MMA parisien. Mais bientôt,
moi, je vous le dis, on citera NR Fight peut-être en tout cas dans les trois premiers, c'est sûr. Et peut-être, j'espère un jour, dans vraiment le club référence de MMA. Même si bien évidemment MMA Ça Factory, serait Hatch, enfin voilà, ils font du super travail. Mais voilà, nous, on essaie vraiment de prendre notre temps et de faire un travail de fond, que ce soit commencer avec les enfants. Là, maintenant, on commence à 3 ans. On fait un gros travail avec César et maintenant, on a recruté les aussi ados, Prix Jean et Pierre et les ados aussi derrière avec c'est pareil incroyable. Prix Jean, Pierre, César. Et puis derrière, après, on a tous les cours débutants, tout niveau et après compétition. Et voilà, on essaie d'avoir une bonne communication entre profs. C'est pas tous les jours facile, mais on essaye voilà, de travailler tous ensemble pour La avoir prépa ce beau physique. projet final qui est peut-être là au Ares, la ceinture du Ares avec Alexandra, pour revenir sur toi. Ouais. Bah, ce qui est drôle, c'est que sur mon premier combat, vu que je sortais un peu de nulle part, les gens me disaient, ah oui, Ouais. NR Fight, du coup, tu vas aller plus vers Vers des le sol, quoi. soumissions, vers le sol. Et les autres, ils disaient, oui, vu que Iris a un gros passé en pied-point. Et moi, je Mm. les regardais et je me disais, mais je vais lui casser la bouche. Mais je souriais, je faisais, oui, tout à fait, le sol. Surtout dans sa vidéo de Mais c'est présentation, bien. elle disait, je suis meilleure qu'elle en pied-point. Et moi, objectivement, je me dis, bah, je sais pas si elle est meilleure que moi, mais je trouve que j'ai un niveau qui est pas trop mal, qui est pas trop dégueu, quoi. Mais c'est bien qu'on puisse montrer. En plus, je pense que au vu des différentes sections qui se développent, bah Mm. certes, il va y avoir une présence dans le MMA, mais je pense aussi dans la boxe anglaise, le Muay Mm. Thai, le kick. Donc Ça c'est paraît. une belle chose. C'est pareil. Enfin, je vois des trucs en ce moment, ça me rend fou, mais j'essaye du coup de poser mon téléphone, d'aller faire un tour de vélo, je reviens. Mais je vois des trucs genre meilleur club de je sais pas quelle discipline ou je sais pas quoi. Mais les mecs, c'est quoi vos critères? C'est quoi enfin, bref. En tout cas, nous, on essaie de faire un travail propre avec des valeurs et on essaye de communiquer, on va Et de la dire, sur ce qu'on bienveillance. fait, et voilà, c'est un peu l'objectif aussi de ma chaîne YouTube, c'est d'éduquer les gens et de montrer un peu l'envers du décor aussi, que c'est pas comme dans Rocky ou que c'est pas comme dans certains films ou ce qu'on peut voir aussi sur des réseaux sociaux, mais que voilà, la réalité, c'est celle-là. C'est un peu tout ce que tu nous racontes depuis le début et que, bah voilà, c'est pas facile, c'est beaucoup d'entraînement. Euh, Et pas on va qu'avec revenir sur, parce qu'on hein? progresse. Enfin, par exemple, on progresse avec les autres personnes du club. C'est-à-dire que certes, il y a les créneaux pro, mais je m'entraîne aussi sur des créneaux avec même avec des débutants, avec des confirmés, Ouais. et on progresse aussi dans ce cadre-là. On partage beaucoup, ça crée une cohésion. Donc il n'y a Mmh. pas de les pros d'un côté, les amateurs de l'autre, les tout venants d'un autre, parce que bah on peut se faire endormir par entre guillemets un tout venant. Enfin, je veux Ouais, dire, c'est ça qui est beau. En fait, c'est du partage et c'est de concert et on. Enfin, c'est important qu'il y ait un bon cadre et bon cadre, pas qu'en termes de structure, aussi en termes ouais. de D'état d'esprit. d'état d'esprit, voilà, avant tout. Mmh. Ouais, c'est important tout ça. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé à faire NR Fight, je me posais cette question de, est-ce que j'ai envie de reproduire ce que j'ai eu un peu pendant toute la période où je m'entraînais, ou est-ce que j'ai envie de faire un truc, on va dire, plus positif et enfin voilà, bref, on a fait des choix et puis bon, je pense que les choix sont pas mal. Après, encore une fois, ce qui est dur, c'est pas forcément de construire, mais c'est d'essayer de garder ça le plus longtemps possible pour que tout le monde s'entraîne dans les meilleures conditions possibles. Mm. Et ouais, je voulais voir aussi avec toi comment ça se passait ton entraînement en ce moment. Parce que là, on est à combien? Là, on est le combien? On est le Quatre 5, donc semaines. c'est dans 4 semaines, ouais. 4 semaines et Comment un se jour. passent les entraînements? Putain, la hâte. Bah, en fait, la prépa, elle a commencé une semaine après mon dernier combat, en mai. D'accord. Ok. Donc, mai, donc ça fait, ouais, juin, juillet, août. Euh, elle s'est jamais arrêtée. J'ai juste pris une semaine off et après tout de suite j'étais de retour à la salle. Mhm. Donc ce qui fait que ça dépendre des personnes, mais à l'approche de l'échéance, moi j'ai tendance à réduire un peu le rythme, à réduire D'accord. un peu le rythme et à prendre plus de temps pour me reposer. Forcément,
Enfin, me concernant, parce que ça va dépendre des profils, Mhm. bah, il y a la gestion du poids, de l'état de fatigue. J'ai cette chance que bah, le combat se fasse en début septembre, donc moi je suis coach aussi avec des particuliers qui sont tous partis en vacances, donc j'ai Ah, beaucoup t'es de temps bien. pour me reposer. Ouais, Et de tout ce qui a été travaillé en fait pour mon adversaire précédent, ben en fait mine de rien c'est à peu près la même chose qui est d'accord. travaillée pour mon adversaire actuel. Donc c'est une Mhm. continuité. Ce Est-ce que qui est-ce fait que que t'as la est-ce que t'as la pression là pour cet événement-là? Enfin, tu vois, est-ce qu'apparemment il y aura, je crois, peut-être Dana White qui sera là. c'est ça. Voilà, est-ce que pour toi c'est pas comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que voilà, bah non, bah, le cadre c'est le même, j'y vais pour lui casser la gueule, ou est-ce qu'il y a quand même ce truc de oh putain, il y a quand même une ceinture à la clé, il y aura quand même Dana White et puis il y aura quand même ci, il y aura ça. Comment t'arrives à organiser ça là-dedans? En fait, la pression du combat ou ce qui est autour du combat, c'est pas quelque chose qui va m'impacter. Ce qui m'impacte actuellement, c'est plus le fait que je reçois un petit peu plus de sollicitations pour communiquer là-dessus. Hmm, Donc en fait, c'est juste ça que je dois gérer, mais le combat en soi, le public potentiel, les enjeux par la suite, le cadre, la ceinture, euh, ça ça m'est un va. peu égal. Ouais, il y La a pas seule de. chose qui m'embête, c'est juste vu que apparemment je suis, même s'il y a le titre des poids lourds qui s'est rajouté, bah, je suis main event, donc c'est dire que je passe en dernier, c'est dire que je vais combattre tard. Et moi, j'aurais voulu combattre en début de carte pour être tranquille, mais bon, c'est c'est la seule chose qui m'impacte actuellement. Je me dis juste, ah, je vais combattre tard, merde. Ouais. Mais mais non, en fait, le fait qu'il y ait par exemple Dana White dans le public, certes, ça peut peut-être déboucher. Après, moi, je serais, si je gagne, parce qu'il faut que je gagne, je serais qu'à 3-0. Donc, ça me semble un peu gros d'aller directement dans une grosse orga Ouais, comme ça. mais après, tu pourras peut-être. Enfin, bon, on n'y est pas. En tout cas, j'ai pas envie non plus de parler de choses. Pour l'instant, c'est Mais le moi, c'est combat. la même chose. Je me dis Ouais, juste, ouais. super, j'ai 5 rounds. Il y en a, quand on leur dit 5 rounds, moi, je me dis, mais Ouais, trop cool. C'est-à-dire, j'ai plus de possibilités et plus de temps. J'ai ouais. genre, à chaque fois avec Johnny, on se dit cardio infini, cardio illimité. Je suis quelqu'un qui travaille dur là-dessus et ça s'est construit au fur et à mesure parce que bon, vu qu'avec l'asthme et tout, bah, j'ai été obligée de travailler pour le Hmm. construire parce que sinon ça aurait été compliqué. Et Bah, je me dis, mais tiens, trop. bah, vu que tu le dis, tu peux nous en parler un petit peu parce que je crois que tu es asthmatique et je sais pas si tu es diabétique aussi. Ouais, diabétique insulino-dépendant, exact. Le combo. Le Et du coup, combo. bah, c'est quoi euh, quelles sont tes difficultés en fait? Quels sont les obstacles que tu rencontres bah, avec le fait d'être asthmatique et le fait d'être diabétique? Si tu peux raconter un peu aux gens qui savent pas forcément. Alors on va commencer par le plus simple par rapport à l'asthme. Moi, c'est l'asthme quand j'étais petite. En fait, j'ai été longtemps suivie à Trousseau. J'étais sous traitement pendant des années. Je faisais beaucoup D'accord. de crises d'asthme. Enfin, vraiment, c'est pas. On les connaît, hein, les sportifs asthmatiques mythos qui prennent de l'inhalateur. Bien sûr, toutes les personnes qui font de la course à pied et tout, ils sont asthmatiques tout d'un coup. Ouais, Mais non, vraiment, physiologiquement, j'ai les alvéoles qui sont rétrécies au niveau de mes poumons. Mais d'accord. du coup, j'ai dû travailler plus dur euh, pour euh, pour euh, pour pouvoir avoir un cardio au début correct. J'ai fait beaucoup de crises d'asthme au cours de mes séances sportives. Et ce qui est un mal pour un bien, c'est que j'ai appris à récupérer de ces crises d'asthme. Donc, ce qui fait que si j'ai perdu entre guillemets mon souffle dans le cadre d'un combat ou d'un sparring, j'ai l'habitude d'être dans ces difficultés-là et de pouvoir D'accord. bouger avec ce problème-là et de récupérer ensuite. Mais c'est en fait, il faut juste pas que je tombe malade avant un combat. C'est-à-dire que maintenant, ça ne D'accord. survient que quand je tombe malade, on va dire un rhume ou une grippe. Hum, Là, je serais vraiment dans la merde. Parce que là, d'accord. c'est là où ça réapparaît. D'accord. Pour le diabète, ce qui est compliqué à gérer, c'est le poids. Le poids enfin, bon, les entraînements ça va, mais c'est dur à gérer parce que je peux pas avoir d'hypoglycémie au cours d'une séance parce que Bah ouais. en fait, on peut récupérer, refaire remonter son taux de sucre,
Mais ensuite, on est fatigué. Il y a Ouais, comme un ouais, reste de fatigue. Donc, c'est pas la même dynamique. Ensuite, sur le régime, si je fais un régime cétogène et que mon taux de sucre est pas bien carré, je peux m'empoisonner parce que je vais produire de l'acétone et du coup, ça peut empoisonner mon. Je peux m'empoisonner avec ça. d'accord. Et puis quand on mange moins, faut réajuster les doses. Si je m'entraîne plus, faut réajuster les doses. Donc ça veut dire que si je fais un régime, faut que je mange moins. Hop, je suis en hypoglycémie, il faut que je mange du sucre. Bon merde, Ouais, je remange derrière. d'accord. Mais le plus compliqué, ça va être surtout sur le rebond quand on fait un cutting Ouais, et ouais, qu'on remange derrière. En fait, le corps il sait pas comment gérer cet afflux de sucre et ça peut prendre plusieurs jours pour se stabiliser, sachant qu'on a 36 heures pour récupérer et qu'en plus avec le stress, le taux de sucre il monte. Si après il descend, il monte. Enfin, c'est ce qui fait que ça me bouffe de l'énergie avant un combat. Donc quand je d'accord. combats, j'ai pas les mêmes cartes en main que les autres. Peut-être ils Ouais, auraient ouais, bien récupéré, j'aurais bien récupéré, mais j'aurais une petite fatigue résiduelle. Et surtout ce d'accord. stress de où est mon taux de sucre pour éviter de faire une hypoglycémie en plein combat. Et du coup, à perdre toute mon énergie d'un coup, et ouais, c'est une galère. Mais Ouais, c'est comme ça en fait. À partir du moment où il n'y ouais. a pas le choix, il n'y a pas à se plaindre parce que ça sert à rien de se plaindre, ça va rien Mais je pense changer. que mais je pense que le bon côté quand même de cette chose-là, c'est que bah, ça te force à être calibré tout le temps, quoi. C'est pas comme quelqu'un, tu vois, qui a pas ça et bon bah s'il fait un petit écart ou enfin il va même s'il fait un petit écart, ça va pas être trop grave, quoi. Il va se faire son petit écart après. Toi, en fait, il faut que tu sois tout le temps calibré, tu vas tout le temps devoir checker et tout. Donc, je trouve que c'est quand même enfin, je pense que c'est le bon côté de ça, c'est que bah, ça te force à être encore plus professionnel, je pense, dans ta façon de t'entraîner et puis dans ta façon de manger. Non, j'ai raison, j'ai tort. Un peu plus, mais c'est surtout casse-pied. Ouais, Mais bon, de bah, toute je pense façon, que on va pas se plaindre. Tu vois, ouais, on a les cartes en main, et c'est puis on ça. fait avec, quoi. Ça sert à rien de Mm. se plaindre. Ce qu'on peut pas contrôler, on ne peut pas le contrôler, tout simplement. Ok, ça me va comme réponse. Alexandra, on est déjà à plus d'une heure, donc on arrive sur la fin de notre petite vidéo. Euh, le Arès, c'est le combien? C'est le 2 septembre au Dôme de Paris, Dôme de Paris, ça se situe où à Paris? C'est à Porte de Porte de Versailles? Versailles. Ouais, Porte de Versailles, ok. Il reste des billets ou pas? Il reste des Des billets, places? exact, il reste des places. J'ai un lien où il y a une promo pour les personnes qui le prennent et au moins où je Ok. touche un pourcentage dessus. Eh Donc ben si écoute, vous on voulez mettra prendre votre ça. billet, Je mettrai ça bah, dans la description de la vidéo. Comme ça, si des gens veulent prendre les billets pour venir suivre Alexandra, soutenir Alexandra, n'hésitez pas. Prenez ça et puis bah écoute, on te souhaite en tout cas une bonne fin de préparation. merci. Euh, et puis bah on te souhaite aussi de prendre du plaisir le jour du combat. Kiffe bien parce que voilà, une ceinture ça se fait pas tous les jours. Et puis d'être autant mis en lumière aussi, ça se fait pas non plus tous les jours. Et je t'assure que quand tout ça s'est terminé, bah tu te dis putain j'aurais dû profiter un peu plus de ces moments-là. Donc profite bien, kiffe bien. Et puis bah j'espère qu'après on s'enverra un petit message pour se dire félicitations pour ta victoire. Je l'espère et je le souhaite. Vas-y Alexandra, merci en tout cas pour ton temps et puis bah repose-toi bien, entraîne-toi bien et puis bah à très bientôt. Merci, à très bientôt. Ossa.